Bonsoir à tous. Frédéric Rupli, je suis le président d'XMP Entrepreneur et je suis ravi de vous accueillir à cette cinquième soirée de notre année scolaire. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire en deux mots ce que c'est que XMP Entrepreneur pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc XMP Entrepreneur, c'est d'abord une association dont les membres sont pour l'essentiel des anciens de l'X, des lignes, des ponts, mais pas seulement. Maintenant, par œcuménisme et volonté d'accueillir la planète entière, chacun peut venir adhérer à XMP Entrepreneur dès lors qu'il a envie d'être accompagné dans son processus pour devenir entrepreneur. Et devenir entrepreneur, ça veut dire en général vouloir créer ou reprendre une entreprise, ce qui fait que XMP est largement organisé autour de son club des créateurs et de son club des repreneurs. Et puis nous avons un troisième club qui est pour tous ceux qui ont déjà créé ou repris et que nous appelons le club des développeurs. Donc ces trois clubs animent notre vie d'association. D'abord, en organisant des super soirées. Donc, en vous inscrivant ce soir, vous avez bien fait. Vous êtes venu participer à une des super soirées de XMP. Et ce soir, c'est une soirée du Club des Repreneurs. C'est la première des choses que font chacun de nos clubs. La seconde chose que font nos clubs, c'est d'organiser des formations. Formation à la reprise, formation à la création ou formation à la gestion de l'entreprise au fil de l'eau pour les membres du troisième club. La troisième chose qu'organisent nos clubs, c'est d'accompagner le futur repreneur ou le chef d'entreprise en poste dans l'exercice de ce qu'il doit faire. Reprendre une boîte, c'est pas simple. Il vaut mieux être accompagné. Donc, se former d'abord, être accompagné ensuite. Être accompagné soit en one-to-one, avec des réunions régulières avec son accompagnateur, ou en collectif. Et nous organisons des réunions collectives. Et l'intérêt des réunions collectives, c'est que chacun se nourrit des enseignements que peuvent partager avec lui les autres qui sont en train de reprendre une entreprise au même moment. Donc voilà un petit peu ce que c'est que notre association, des soirées, des formations, de l'accompagnement. Et puis dernier volet, nous sommes, en tant qu'association XMP Entrepreneur, nous sommes membres d'un organisme qui est juste au-dessus de nous, qui est notre fédération, si je puis dire, et qui s'appelle Grandes Écoles Entrepreneurs. En étant membre de Grandes Écoles Entrepreneurs, XMP Entrepreneurs vous ouvre accès à toute la galaxie des autres grandes écoles et des clubs entreprendre des autres grandes écoles, et donc de toutes les activités que tous les clubs entreprendre de toutes les grandes écoles organisent. Et donc, si vous voulez passer une soirée par semaine ou deux soirées par semaine autour de votre projet de reprise de création d'entreprise, c'est possible en allant butiner dans les événements des uns et des autres, ou en allant chercher les formations qui sont faites en dehors de notre association, mais par les uns et les autres. Bref, vous avez là tout un écosystème dans lequel vous plongez et qui enrichira votre démarche pour devenir entrepreneur. Donc, bienvenue à tous. Cette soirée, je rentre maintenant dans le vif de notre soirée. Nous sommes dans une soirée reprise d'entreprise sur un thème très particulier, très ciblé. Je vais passer tout de suite la parole à Antoine Bourny. Antoine au sein de XMP Entrepreneur est le coordinateur du Club des créateurs. Et donc, Antoine, je te passe la parole pour que tu nous présentes la soirée et nos intervenants. Avec plaisir, merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Donc le thème de notre soirée, c'est repreneurs d'entreprise, comment les CCI peuvent vous accompagner. Les chambres de commerce et d'industrie sont par essence profondément enracinées dans leur territoire, très motivées pour faciliter la transmission d'entreprises, et elles sont à des degrés divers, plus ou moins équipées pour fournir des multiples services à la fois aux cédants et aux repreneurs. Donc, le thème, ça va être comment optimiser l'accompagnement qu'une CCI peut apporter à un repreneur, personne physique. Et ça, on va en parler au travers de trois exemples qui vont être les témoignages de trois repreneurs et de leurs conseillers dans trois CCI différentes sur leur parcours de reprise. Et ces repreneurs, ils ont une particularité, c'est qui leur est commune, c'est qu'ils sont tous les trois membres du groupe repreneur de G2E. Et il faut donc rajouter à ce que disait Frédéric que nous avons un club des repreneurs chez XMP Entrepreneurs, qu'il existe un club d'entrepreneurs
qui s'appelle Groupe Grandes Écoles Entrepreneurs, et au sein duquel nous avons créé un groupe de repreneurs qui essaie de fédérer les alumni intéressés par la reprise d'entreprise dans toutes les grandes écoles, que ce soit école commerciale ou école d'ingénieurs. Et donc, nos intervenants, alors les trois repreneurs qui vont intervenir dans l'ordre, ça va être Laurent Gachet, ensuite, ça va être Pierre d'Autreville, qui est là à distance, et Florence Riffling, sont tous les trois membres de grandes écoles entrepreneurs et du groupe repreneur de cette association. Et donc, ils sont assistés, ou plutôt ils ont choisi de travailler en partenariat pour leur reprise avec des conseillers de CCI, de Chambre de commerce et d'industrie, Laurent Gachet avec Branca Berthoumieux, qui est de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et qui va intervenir juste après moi. Pierre d'Hauteville avec Sylvie Fardin, qu'on ne voit pas à l'écran, mais qu'on va retrouver parmi nos participants. Elle est là. Elle est là, voilà, tu le dis. Bonsoir. J'espère que vous nous attendez, oui. Oui, elle nous entend. Et donc, pour terminer, Florence Riffling avec Pierre Lacanal de la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs, franchement, Saône-Doubs maintenant, pardon. Un nouveau nom. Et donc, tout de suite, on va passer la parole peut-être à Branca Berthoumieux qui va nous résumer en quelques mots le rôle des chambres de commerce et d'industrie et leur organisation en France. Bien volontiers, merci. Bonsoir à tous. Merci Antoine, merci Frédéric, merci XMP Entrepreneurs de nous convier ce soir, à nous permettre effectivement de présenter les différents dispositifs d'accompagnement promus par le réseau consulaire. Alors, peut-être pour ceux qui sont moins familiers de l'univers des chambres de commerce et d'industrie de Paris, je vais me permettre simplement de présenter en quelques mots les nombreuses missions historiques du réseau consulaire. Donc, je rappelle que les chambres de commerce et d'industrie sont des organismes publics d'État. Donc, nous sommes nullement fonctionnaires. Nous avons un statut quelque peu spécifique, avec un mode de gouvernance assez particulier. Nos dirigeants sont des membres élus, des chefs d'entreprise. Bien sûr, il y a au sein des réseaux consulaires des permanents, des collaborateurs pour accompagner sur les projets, mais nous représentons et nous sommes au service des dirigeants d'entreprise, et en cela, nous représentons les intérêts des dirigeants, quels que soient les domaines d'activité, que ce soit dans l'univers du commerce, des CHR, ce qu'on appelle communément des CHR, donc café, hôtel, restaurant, que dans l'univers des PME. Donc, et tout secteur d'activité et toute taille d'entreprise, bien entendu. C'est à peu près une centaine de CCI sur tout le réseau consulaire, avec aujourd'hui, nous sommes un peu moins que par le passé, mais nous sommes tout de même 14 000 à peu près collaborateurs, il me semble. Voilà, et donc, alors, bien sûr, dans l'ADN du réseau consulaire, il y a en premier lieu la mission de représentation et de consultation auprès des pouvoirs publics. Donc, encore une fois, je le rappelle, nous sommes au service des entreprises pour défendre nos intérêts, pour être force de proposition à leur côté. Il y a une mission qui est très importante, vous le connaissez sans doute, qui est une mission d'enseignement, donc au travers de nos différentes écoles. Je rappelle que nous avons aussi également des fleurons, HEC, ESSEC, des écoles comme Grégoire Ferrandi, Tecoma, les Gobelins, donc à peu près 25 écoles, voilà, qui sont
Je parle pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, mais il y a bien au-delà pour tout le réseau consulaire. Donc ça, c'est la partie enseignement, formation, et non des moindres pour ce qui concerne les missions des chambres. Il y a aussi tout ce que peut-être qui est moins connu, mais qui est la gestion de la mission de bien d'équipement, de gestion de bien équipement, pardonnez-moi, d'infrastructures. Je pense au palais des congrès. Certains ports autonomes sont gérés par les chambres. Ça aussi, c'est une mission historique du réseau consulaire. Et puis, mon activité et celle de Pierre relève de ce qu'on appelle l'appui territorial. Donc, c'est là où, effectivement, nous sommes visibles et présents, en particulier et utiles aux dirigeants d'entreprise, en ce sens que nous accompagnons les porteurs de projets, donc les projets de création d'entreprise, dans une logique de continuum tout au long de la vie d'un entrepreneur, donc de la création au développement, je pense à l'international, je pense au sujet de développement commercial, je pense au sujet RH, tout ce qui en fait fait sens comme problématique et auquel les dirigeants sont confrontés tout au long de leur vie d'entrepreneur. Et naturellement, reprise, transmission à un moment donné où le dirigeant réfléchit à la meilleure façon de transmettre son entreprise. Voilà. Sur Paris, j'ai le grand plaisir de manager une équipe de plus de 10 personnes pour donc répondre aux besoins des entrepreneurs et des dirigeants sur toute la région francilienne. C'est donc à peu près 500 dossiers de session dans le pipe, c'est à peu près 800 repreneurs accompagnés, personnes physiques et personnes morales, et c'est une centaine, entre 100 et 150 opérations que nous arrivons à faire aboutir au travers de l'accompagnement que nous proposons à nos repreneurs et à nos cédants. Voilà. Bravo. C'était très bien. C'est impressionnant. Merci beaucoup, Anka. On va peut-être passer la parole maintenant à Laurent, donc qui va nous expliquer lui un peu son parcours de repreneur et comment et pourquoi tu fais affaire avec la CCI et mon cas. Alors moi j'ai commencé il y a un certain temps déjà. Je fais partie des vétérans de l'étape. J'ai décidé il y a 3-4 ans de me lancer dans la reprise. J'ai fait une formation à la reprise d'1 mois au CRA, et puis j'ai commencé à mon process seul pendant 6 mois. Et puis j'ai choisi un premier conseil à qui j'ai travaillé pendant 10 mois. Qui était un conseil indépendant qui avait travaillé pour un ami à moi, qui avait fait une belle reprise. Et puis, en fait, au bout de 10 mois, j'étais très frustré de ne pas arriver à sourcer des dossiers avec ce conseil. Donc, on a fait une offre sur une société. Sur les 10 mois, on a quand même eu 6 mois pendant la période de Covid, où ça s'était bien ralenti. Et on a décidé, au bout de 10 mois de contrat, d'en rester là, parce qu'en fait, il n'arrivait pas à m'aider sur ce qui était pour moi la principale difficulté, et qu'il est encore, je dois dire, de sourcer des dossiers intéressants. Donc j'ai repris, pendant la période de Covid, j'ai un petit peu levé le pied sur la reprise. Enfin, je faisais en même temps que des missions de conseil. Et là, l'année dernière, en sortie de Covid, j'ai fait encore un peu de conseil pendant 6 mois. Et l'été dernier, j'ai décidé de me redonner les moyens d'aboutir. Et j'ai décidé de reprendre un conseil pour m'accompagner dans mon processus de reprise, avec une caractéristique dont j'avais besoin, qui était vraiment le sourcing. Or, sur les conseils présents sur la place, j'habite à Paris, mais il y a, on va dire, 15-20 conseils connus sur la place. Il y en a assez peu qui acceptent ou qui choisissent de se spécialiser dans le sourcing de dossiers. Et parmi les options qui existent sur la place, la Chambre de commerce de Paris est une des options. Donc, j'ai pas fait d'appel d'offres, hein, mais j'ai rencontré, je pense avoir rencontré les principaux conseils repreneurs qui offrent cette prestation de sourcing. Et puis, j'ai fait affaire avec la CCI, c'est vrai, mais avec Branca plus particulièrement, parce que
pour différentes raisons. Et parmi ces raisons, alors évidemment, il y a eu un fit personnel et je pense qu'on s'est, je ne vais pas parler à la place de Branca, mais je pense qu'il y a eu un choix réciproque, hein, parce que moi, j'avais plusieurs options sur la table et j'étais vraiment à deux doigts de boucler avec quelqu'un d'autre, je dois dire. Et puis Branca aussi, je le savais, était choisi aussi ses repreneurs. Et en fait, j'ai décidé d'avancer aussi parce que il se trouve que la même semaine, 3 personnes m'ont dit, mais alors c'était peut-être 15 jours avant qu'on se voit, mais pourquoi est-ce que tu ne t'adresses pas à la chambre de commerce? Mais spécifiquement, pas à la chambre de commerce en général, mais spécifiquement à Branca. Et cette espèce d'alignement, de coïncidence a joué un rôle parce que je crois qu'en fait, dans le processus de reprise, il y a des choses qui demandent de la méthode et de la technique peut-être. Et puis, il y a d'autres choses qui tiennent à des rencontres. Et moi, j'y crois pas mal. Je crois qu'il y a un moment, il y a tellement de paramètres qui peuvent faire qu'on aboutit ou qu'on n'aboutit pas, que je crois qu'à un moment, il faut se fier un peu à ses intuitions et à sa bonne étoile et rechercher un alignement de planètes. Et donc, j'ai fait ce choix d'avancer pour, évidemment, une prestation spécifique dont je ne suis pas sûr qu'elle soit généralisée d'ailleurs auprès de toutes les chambres de commerce, mais à Paris, c'est le cas, le sourcing. Mais j'ai choisi aussi Branca pour ce qui suit, c'est-à-dire l'accompagnement de bout en bout jusqu'à la reprise effective. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, mais voilà les raisons de mon choix. Si je peux me permettre juste de vous dire que effectivement, ce choix, c'est aussi, Laurent et moi sommes finalement dans une relation de confiance. L'attelage que nous formons doit aboutir, doit concrétiser. Et donc, c'est important, effectivement. Moi, je me sens très flattée d'avoir été effectivement choisie parmi d'autres intervenants, parce que je sais que Laurent me confie ce projet de vie qui est important pour lui, qui est sensible, qui est un projet de vie, qui fait un projet familial, patrimonial, entrepreneurial, bien entendu, et que je sais pertinemment qu'au-delà de ma propre personnalité, et du fait que je connais bien ce métier, je suis issue du monde du conseil bien avant d'intégrer le réseau consulaire, mais que je pourrais mettre au profit du projet que porte Laurent, cette image de neutralité, de tiers de confiance qui fait de la Chambre de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie sur France entière, et qui fait que c'est un sésame extraordinaire et que ça nous permet d'avoir un excellent taux de retour dans les démarches proactives que nous menons pour le compte de nos repreneurs. Je reviendrai plus tard si vous avez des questions, bien sûr, sur le dispositif d'accompagnement tel qu'il est proposé, présenté, et ce qu'il apporte, bien sûr, mais je vais peut-être laisser là. Moi, je vais tout de suite vous poser une question, mais en fait, je le fais par prétexte pour inciter et la salle et les amis à distance à poser eux aussi leurs questions au fil de l'eau. Alors, j'ai invité nos amis à distance à poser leurs questions au fil de l'eau grâce à l'outil conversationnel de Zoom. Pour éviter les coupures les prises de parole intempestives, mais je le fais, décidément c'est difficile de maîtriser l'angle de la caméra, voilà. Je le fais aussi, s'ils le font par la voix, ça devrait le faire aussi, la sonorité de la salle est assez bonne. Et je le fais surtout à destination de nos amis présents ici dans la salle. N'hésitez pas à poser à votre tour les questions que vous avez envie de poser, là, tout de suite, pour faire un rebond sur ce que vient de dire Laurent ou sur ce que vient de dire Branca. Alors, Branca, vous avez cité le terme tiers de confiance. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu expliciter ce terme, nous dire ce que ça recouvre pour vous? Bien sûr, parce que le réseau consulaire et effectivement, les chambres sont au service des dirigeants d'entreprise qui se reconnaissent bien volontiers dans cet établissement. Parce que souvent d'ailleurs les projets de création se font en immatriculation, en accompagnement à la chambre, donc on a parfois le réflexe aussi bien sûr d'aller voir d'autres services pour des sujets de développement et sur les sujets de reprise transmission. Nous sommes très identifiés comme étant nous connaissons bien le segment et l'accompagnement de la PME, PMI, c'est très important. C'est aussi une compréhension un peu des sujets, des dimensions psychologiques dans ces opérations, au-delà des aspects techniques,
financiers, comptables, juridiques et fiscaux, bien sûr. Mais nous savons être crédibles et accompagner de bonne manière un dirigeant d'entreprise qui est l'actionnaire fondateur et actionnaire majoritaire et qui transmet son entreprise pour des raisons d'âge, pas uniquement. Nous savons très bien que ce n'est pas le seul moteur, mais enfin, 50% des opérations, c'est tout de même une motivation pour des raisons d'âge. Donc, nous sommes très crédibles et nous savons accompagner ces opérations. Ça fait maintenant 25 ans, plus de 25 ans. Les dirigeants d'entreprise se reconnaissent bien au sein du réseau, dans le réseau consulaire, et c'est une institution qui n'apparaît pas comme étant une structure qui promeut des mandats. C'est pas du tout une critique, hein, je dirais la sphère privée, les acteurs travaillent très très bien, mais c'est une autre façon d'accompagner et c'est un accompagnement qui est souvent perçu comme étant celui d'un intervenant neutre. Voilà. Et ça nous permet de passer d'autant plus facilement et d'avoir l'oreille attentive des dirigeants qui sont dans une problématique de transmission. C'est jamais agressif, notre façon de les contacter. On sait comment les contacter, on sait comment avoir le bon discours. Ils savent que ça va rester éminemment confidentiel et ça nous permet effectivement d'avoir un excellent taux de retour sur les démarches proactives que nous menons. Si je peux me permettre, pour compléter ce que disait Branca par rapport au terme tiers de confiance, on peut rajouter également le terme de non partie prenante. J'ai une question aussi là-dessus. Marc de Ménibus, je suis assez nouveau sur ce sujet de reprise d'entreprise. Est-ce que vous pouvez décrire, est-ce qu'il y a déjà des gens, des cédants qui se sont déjà déclarés, donc il y a des listes de cédants en tant que tels? Ou est-ce que ça peut être à l'inverse, voilà, je suis particulièrement intéressé par tel et tel secteur, telle et telle entreprise qui me paraît avoir des opportunités, ceci, cela, et je sais les faire fructifier. Est-ce que parfois vous testez l'appétit à vendre d'entreprises qui a priori sont pas déclarées comme cédantes? Oui, nous allons régulièrement sur ce fameux marché caché. On sait aujourd'hui que c'est indispensable pour réussir et faire aboutir un projet. Indispensable dans la démarche d'un repreneur, nous le savons, c'est se former, s'informer. Je pense que c'est un préalable indispensable. Et une fois qu'on a effectivement les bons éléments de langage, la bonne compréhension du marché, c'est non seulement d'aller regarder ce qui existe sur le marché ouvert. Donc le marché ouvert, ce sont effectivement des bonnes opportunités de celles que nous pouvons avoir. Des sites emblématiques que vous avez, je pense, les uns les autres consultés, et puis les cabinets de rapprochement qui, eux, peuvent avoir bien sûr des mandats de cession et d'être d'excellents prescripteurs sur de bons dossiers. Mais tout ceci n'est pas suffisant, du moins quand je me retourne à travers mon expérience et l'expérience des repreneurs que j'accompagne. Tout ceci n'est absolument pas suffisant et il faut absolument essayer d'aller vers ce fameux marché caché où nous allons contacter des dirigeants qui ne se sont pas encore déclarés ou qui ne vont pas tarder à le faire pour susciter chez eux une certaine réflexion. Alors, avantage et inconvénient d'arriver un peu en amont parce qu'on peut aussi se dire qu'on n'est pas dans la même temporalité. Tout le sujet, la difficulté de ce processus est là. C'est-à-dire que les repreneurs que nous accompagnons sont prêts, par définition, et les cédants qu'ils peuvent avoir en face d'eux ne sont pas à 1 mois, à 6 mois près, à 1 an près. Donc voilà. Donc l'intérêt d'aller vers le marché caché, c'est d'avoir un deal flow suffisant, tout simplement, et d'être nourri en permanence avec des dossiers. En fait, je pourrais illustrer ce que vous dites, puisqu'on a fait une reprise avec les services de Branca. Le dossier, c'était la 4e fois en fait qu'il était contacté, le cédant, par les services. Il prenait pas ça d'ailleurs comme quelque chose d'agressif parce que c'était pas rentre dedans, comme on pourrait dire. Et la 4e fois, il était à peu près mûr. Enfin, il était plus mûr que les 3 fois d'avant, même s'ils sont encore pris 2 ans quand même. Mais donc, ce côté du cédant qui a le temps est un vrai sujet. Et ils ont un art, en fait, à les recontacter avec discrétion et élégance. Ce qui fait que finalement, ils acceptent aussi de revoir des gens alors que d'autres intermédiaires plus rentrent dedans et disent « tu m'en as déjà présenté 3-4, ça va, Merci. Et l'intérêt de notre positionnement aussi, je le vois aussi dans l'évolution. Bien sûr que nous n'avons pas vocation à être directement dans la négociation pure et dure. Même si quand nous travaillons avec un repreneur sur la valorisation, quand nous approchons un cédant, nous parlons avec lui de la valorisation, on est déjà un peu dans la négociation. Mais le fait d'être considéré comme un tiers de confiance, comme quelqu'un de neutre, nous permet aussi, au moment où on s'agace sur certains sujets, d'avoir l'oreille des cédants et de pouvoir débloquer des situations où quelque chose a pu échapper à notre repreneur, parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement délicats, nous le savons bien. Voilà, il suffit d'une parole, il suffit d'une mauvaise question pour irriter. Bon, voilà. Donc, ce positionnement particulier nous permet aussi d'avoir l'oreille
et de pouvoir, des dirigeants, des cédants, et de pouvoir débloquer des situations où on pourrait s'agacer. Voilà. Et il faut simplement que le repreneur que nous accompagnons puisse nous utiliser de bonne manière à chaque étape du processus. Aux côtés de ses conseils habituels, bien entendu, nous ne sommes pas là pour nous substituer à un expert comptable ni un avocat, les choses sont bien claires, ce n'est pas le rôle d'un réseau consulaire. Pardonnez-moi, je parle beaucoup, mais je vais peut-être passer la parole. Peut-être, je ne sais pas si on m'entend, c'est Oui. Sylvie à Montpellier. Juste pour rebondir sur une anecdote par rapport à la fois au tiers de confiance et le fait que, ben oui, on n'a pas forcément cette notion de rentre dedans, en tout cas, on n'est pas perçu comme ça. Moi, il m'est arrivé, et je l'ai fait très rarement, hein, de faire comme Branca de la recherche active de cible. Et un an après, quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, ben, écoutez, j'ai reçu votre courrier il y a un an. J'étais pas vendeur, mais je l'ai gardé. Je l'ai gardé et puis ben, aujourd'hui, ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Voilà, donc à la fois la persévérance et cette image que peut avoir les CCI de neutralité et de personnes qu'on peut contacter en toute confidentialité et pour faire aboutir des projets. Voilà. Merci Sylvie. Je précise pour notre auditoire que vous êtes l'interlocutrice de la CCI de Montpellier, qui témoignerait dans un instant. Mais merci pour votre prise de parole on the spot. C'est ce qu'il fallait faire et que Pierre et vous se sentent appelés à intervenir évidemment à tout moment pour compléter les échanges. Je crois que Florent voulait prendre. Non, c'était ici. J'avais une question. Vous parlez de sourcing. Est-ce que vous avez des dossiers de restructuring? Parce que le restructuring, parfois, c'est un peu délicat au niveau timing. Il faut bouger vite. Juste un commentaire. Oui, on a toutes sortes de dossiers de restructuring à proprement parler. Enfin, ou des sociétés en difficulté. Oui, alors on a moins vocation à les accompagner, mais nous pouvons, au gré des recherches, avoir une entreprise qui n'est pas encore déclarée comme étant une difficulté, mais quand on examine et étudie les bilans et comptes de résultats, on s'aperçoit que voilà, il est urgent de faire quelque chose. Par exemple, avec l'énergie actuellement, ça peut conditionner toutes sortes des sociétés qui étaient bien gérées, mais tout d'un coup, ils deviennent insolvables, quoi. Oui, on connaît aussi la fragilité des PME, TPE, hein. Donc après, nous accompagnons surtout des projets qui sont une bonne définition. Un repreneur personne physique, et on va chercher des entreprises qui sont rentables et sur lesquelles on peut adosser un MBO. Parfois en croissance externe sur des opérations plus délicates, plus en entreprises qui peuvent être en difficulté. Mais la majeure partie de notre travail est de sourcer de belles entreprises in boni qui peuvent effectivement correspondre au cahier des charges et aux critères de sélection de nos repreneurs. Oui, effectivement, c'est le projet du repreneur, d'une entreprise en bonne santé ou en équilibre. Effectivement, dans une phase, comme le disait à l'instant, en cas de croissance externe, là, c'est différent. Mais pour un primo-repreneur, oui, le projet de base, c'est une entreprise en bonne santé. Je vous propose qu'on passe maintenant au témoignage de Pierre d'Hauteville. Oui. Et donc de Sylvie Fardin, qui vient d'intervenir là et qui, eux, sont dans la région de Montpellier. Exactement. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Parfait. Parfaitement. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Pierre d'Hauteville. Je suis repreneur depuis que je suis sorti de ma précédente entreprise que j'avais créée en 2015. Et donc, ayant revendu mes parts, je peux ne pas repartir de zéro et essayer de reprendre une entreprise. J'ai passé un an à chercher un petit peu tout seul aussi et en travailler beaucoup sur un seul dossier qui finalement ne s'est pas fait puisque le cédant a vendu à ses salariés, ce qui était très bien pour eux et pour lui, mais moins pour moi. Et donc là, j'ai décidé de m'organiser un petit peu plus. J'ai rejoint le club des G2ER, qui est vraiment très très chouette parce qu'on partage des expériences avec les uns et les autres et c'est extrêmement enrichissant. Et puis j'avais aussi un petit peu comme Laurent, après avoir regardé les dossiers intermédiaires dans la région de Montpellier, il n'y en a pas énormément, il n'y en avait pas beaucoup qui m'intéressaient. J'avais aussi un petit peu de mal parfois à rentrer en contact avec les intermédiaires qui me connaissaient pas. Et donc, je suis allé voir la CCI et j'ai aussi, comme Laurent, consulté
les accompagnants, les conseils plutôt parisiens qui accompagnent les repreneurs sur le sourcing. Et je me suis quand même vite rendu compte que ce qui était important pour moi, pour un projet qui doit être autour de Montpellier, c'était d'avoir assez rapidement des connexions avec le tissu montpelliérain. Et donc là, j'ai rencontré Sylvie, on a tout de suite accroché, à la fois professionnellement et sur le projet. Et puis également, on s'est rendu compte assez vite, on a commencé, c'était assez rigolo, on a commencé l'entretien en se vouvoyant, et puis on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux une passion commune qui était la montagne, et qu'on était tous les deux au club alpin français. Et donc, on a fini en se tutoyant, en se faisant la bise et on se donne rendez-vous pour le week-end d'après pour aller faire du ski de rando. Donc, c'était un démarrage sur pas sur les chapeaux de roue, mais sur les skis. Voilà. Et donc, ce que m'a permis Sylvie, c'est très vite de rencontrer déjà les intermédiaires qui avaient des dossiers sur place. Et donc là, tout de suite, avec ces recommandations, j'ai pu les rencontrer et avoir quelques dossiers. Elle m'a assez vite aussi dit ce qu'étaient les dossiers qui étaient bien ou moins bien. Elle a également des dossiers qu'elle suit, elle, personnellement. Donc ça permet d'accélérer les choses. Elle m'a également présenté une personne qui aide les repreneurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conseils qui aident cédants et repreneurs, mais souvent plus les cédants que les repreneurs. Et j'ai pu rencontrer une personne là à Montpellier qui aide aussi les repreneurs. Et donc du coup, j'ai constitué une petite équipe avec laquelle je revois mon deal flow régulièrement et sur lesquels du coup j'ai des feedbacks réguliers en plus du feedback que je peux avoir du G2ER. Et donc ça me permet vraiment d'avancer efficacement et d'être sûr de m'orienter efficacement et de manière alignée avec mes critères de recherche. Voilà, et très concrètement, la façon dont on a commencé à travailler sur le marché caché aussi, c'est un extract d'environ 1000 entreprises localement à 1 heure autour de mon domicile et que j'ai filtré et que j'ai ensuite sur lequel Sylvie m'avait proposé de faire un mailing, mais finalement j'ai décidé de contacter par LinkedIn ou par téléphone les dirigeants des entreprises que j'avais ciblées. Et voilà, là c'est en train de sur 2 entreprises, là je suis en train d'avancer. Je crois que Sylvie, je ne l'ai pas encore dit. Ben non, c'est un scoop. Mais il se trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est que Sylvie fait ce boulot depuis quelque temps. Elle est absolument reconnue par tous les acteurs du marché et elle a du nez aussi. Et donc, elle m'a dit la dernière fois qu'on a fait notre deal flow, il y a 2 entreprises, je pense, qui vont marcher. C'est cette boîte d'emballage Conchiliculture à Metz et cette boîte qui fait des jeux écolos. Des jeux ? Ah, super. Et la semaine dernière, j'ai eu les 2 rendez-vous. Donc ça et pas sur les autres dossiers. Donc voilà, Laurent disait aussi l'intuition parfois et le feeling est très important et l'alignement des planètes. Et donc là, c'est en train d'avancer. J'espère que ça va se concrétiser dans les semaines qui viennent. Alors, si je peux compléter, ce que ne vous a pas dit Pierre, c'est que d'entrée de jeu, je l'ai énormément déçu. C'est que, en fait, il venait me voir pour faire, parce qu'il avait entendu parler de Vous avez entendu parler de Branca. Voilà, ces prestations de recherche de cibles. Et j'ai dit, bah oui, moi, en théorie, je sais faire, je peux faire. Enfin, je sais faire, j'ai déjà fait. Mais à différence de Branca, sur la CCI Hérault, puisqu'en fait, c'est pas comme Montpellier, c'est le département de l'Hérault, je suis seule. Et en fait, ce sont quand même des opérations qui sont extrêmement chronophages, si on veut bien les faire, évidemment. Et j'ai dit à Pierre, si tu veux, je te donne le matériel. Enfin, je vous donne le matériel, parce que si vous voyez encore. Et puis, il y a une bonne manière aussi, c'est de sourcer par soi-même. C'est pas que une partie plaisir, mais au moins on s'attaque direct au fichier et puis on fait soi-même. Voilà. Donc c'est l'option, j'allais dire par défaut qui a été prise.
Et donc, on est sur les CCI de France avec des moyens extrêmement variés en fonction des territoires. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Du coup, j'avais même une question tout à l'heure pour Laurent Gachet, c'est que je me demandais s'il cherchait juste à Paris ou partout en France. Et ça peut aussi changer. Je vois parfois des courriers de brancard, des chefs d'entreprise qui arrivent avec un courrier de brancard en disant « Tiens, il y a un CCI de France qui m'a contacté. Qu'est-ce que je dois faire ?» Pour des contacts, hein, elle est très bien brancard. Voilà. La recherche est nationale, oui, je confirme. Nationale, ok. Ouais. Donc, vous êtes en concurrence avec Pierre sur Montpellier, entre autres. Potentiellement, mais je suis pas sûr qu'on ait fait le même ciblage, en fait, dans le... Il a mis d'entreprises dans la région de Montpellier, j'en ai 800 en France, donc bon, il y a peut-être quelques recoupements, mais enfin, statistiquement, il y a peu de chances qu'on se retrouve sur le même. Peut-être pour dire aussi qu'il y a un bon esprit au club des G2ER et qu'on partage des informations et que ça peut aboutir sur les gros dossiers, par exemple, à une association. Je crois que ça s'est déjà fait. Ou du partage d'informations, et puis à un moment donné on dit bon ben ok, on y va tous les deux, ou je te laisse le dossier, et donc ça a pu m'arriver aussi de discuter avec d'autres membres qui sont en phase de reprise et d'avoir des informations, et moi aussi de partager, et puis finalement de dire bon ben tu es mieux placé, vas-y, ou tiens, on pourrait réfléchir à deux. Et pour prolonger l'échange sur votre binôme, qu'avez-vous fait au-delà du sourcing? Jusqu'où êtes-vous allés ensemble? À part le ski de rando, bien sûr. Ben pour l'instant, j'en suis un petit peu là, c'est-à-dire que j'ai pas encore de dossier suffisamment avancé pour commencer à travailler sur une LOI. J'espère que ça va arriver rapidement. Donc c'est du sourcing, et c'est sur les dossiers que je source un retour pour me dire ça, je pense que ça correspond à ton projet, ça non, ça j'en ai déjà entendu parler, ça fait 5 ans qu'il est sur la place, je pense pas que c'est une bonne idée. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis aussi la connaissance de tous les secteurs économiques, parce que moi je connais un petit peu les secteurs sur lesquels j'ai œuvré dans la région, mais je connais pas les autres secteurs. Et donc, le retour de Sylvie, c'est aussi de me dire, attention, sur ce secteur-là, ça peut être plus compliqué. Voilà l'état de la concurrence, etc., de manière beaucoup plus fine. J'ai une question pour Pierre aussi. Je trouvais incroyable que tu aies une équipe. Et en fait, que fait le consultant, que fait Sylvie, que fais-tu toi, enfin, un petit peu... Alors, j'allais justement dire que Pierre, c'est un peu une exception, puisqu'il a aussi, il a déjà une équipe, hein, il a déjà des personnes, il est bien entouré. Donc des fois je me dis mais à quoi je sers? Donc il vient de le dire, hein, c'est vrai que j'ai une connaissance du tissu qui apporte de manière épisodique peut-être, mais une valeur ajoutée. Et en revanche, sur d'autres repreneurs qui n'auraient pas déjà cet entourage, souvent je suis là en appui pour travailler sur les dossiers que j'ai amenés ou que souvent ils ont trouvé eux-mêmes, pour échanger avec eux sur notamment les aspects financiers et autres. Donc voilà, ce que Pierre trouve déjà chez d'autres conseils, il m'arrive évidemment fréquemment de le produire sur d'autres repreneurs. Peut-être pour compléter juste les propos de Sylvie, en fait, notre accompagnement, il est très complémentaire bien sûr, de l'accompagnement classique expert comptable, avocat, qui bien sûr que l'on sollicite sur des sujets bien précis, je dirais sur le deal, sur la valo, sur l'étude des bilans avec compte de résultats. Bien sûr, l'avocat va intervenir sur la LOI, la formulation de texte juridique. Nous, nous sommes en amont et tout au long du processus aux côtés du repreneur. Il peut s'adresser à nous sur différents sujets. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour échanger sur les dossiers, bien sûr sur la partie technique, mais aussi sur l'intérêt de faire. On est là aussi pour brainstormer. Il peut nous appeler
tous les jours, tous les 2 jours s'il le souhaite, ce qu'il ne pourra peut-être pas faire avec son expert comptable ou son avocat. Je ne dis pas qu'il faut répondre tous les jours, mais moi je sais par exemple, je suis disponible régulièrement. Je suis disponible les week-ends, je suis disponible autant de fois que nécessaire. Après, il faut que chacun ait un peu l'intelligence des situations. Mais c'est peut-être ça aussi qu'on apporte. Le fait de rompre cet isolement, parce que ils sont bien sûr accompagnés, mais ils sont accompagnés par l'expert comptable quand on a un sujet, du grain à moudre, etc. Mais il y a toutes les questions qu'on peut se poser en amont. Le fait d'être aussi un moment d'avoir besoin d'être rassuré dans cette démarche, c'est très important. Quand même si on est très motivé, et il faut aussi peut-être souligner ce qu'on apporte sur ce terrain-là, d'être là aux côtés du repreneur, d'être là aussi pour remonter le moral quand on a essuyé un échec, ça fait partie de la démarche, et de ne pas compter notre temps, c'est très important. Et je ne dis pas que les acteurs de la sphère privée ne le font différemment, mais assurément ils ne font pas de même. Voilà, c'est cette dimension psychologique et on va dire très bienveillante que l'on peut aussi dont nous tenons compte et que nous proposons aussi à nos repreneurs que nous accompagnons, aux repreneurs et aux cédants. Peut-être une petite question concernant la recherche nationale. En fait, c'est quoi le bon contexte CCI là-dessus? Faut prendre la CCI qui est la plus proche, ou il y a un dispositif un peu qui harmonise les différentes CCI? Écoutez, chaque CCI organise un peu les choses différemment, donc, mais j'ose espérer, et de plus en plus, au moins un socle commun en termes d'offres de prestations. Moi, je vais peut-être vous dire puis mes collègues s'exprimeront sur ce qu'ils peuvent proposer. Je veux dire ce qu'on propose au sein de la Chambre de commerce et industrie Paris, enfin Paris-Île-de-France, bien entendu. Nous sourçons bien sûr sur la région francilienne, secteur géographique de prédilection, mais par exemple, l'Orange l'accompagne dans sa recherche qui est sur France entière. Donc, ce que je fais, c'est que bien sûr, j'informe mes collègues, je m'appuie sur les dispositifs existants, sur leurs opportunités et le portefeuille d'entreprises qu'ils peuvent avoir, mais surtout, je vais faire un courrier sans payer chambre de commerce qui va directement approcher et contacter les dirigeants qui peuvent être intéressés par un projet ou faire peut-être un projet de transmission de leur entreprise. Donc, c'est une démarche proactive qui se fait sur France entière. Pour compléter le propos de Branca, toutes les CCI ne sont pas toutes aussi proactives sur la problématique de la transmission reprise. C'est un choix. Il y a forcément une interface, mais des CCI qui sont franchement engagées dans des dispositions, dans des actions. Non, pas spécifiquement toutes les CCI. Mais c'est un enjeu très important et c'est une volonté forte du réseau aussi de s'organiser. Oui, nous sommes d'accord, les choses doivent changer, mais à ce jour. Alors, Pierre, tu as rappelé ta participation active à G2ER. On travaille ensemble donc depuis plusieurs mois au sein de ce groupe. Je sais que tu as différents projets d'acquisition, de reprise. Ma question, c'est est-ce que tous ces projets passent par la CCI de l'Hérault, oui ou non? Et si oui, tu la tiens au courant, la personne qui représente la CCI, ou s'ils ne sont pas dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une exclusivité vis-à-vis des CCI? Comment ça marche? Alors, moi, ce que j'ai fait, donc, comme je disais, il y a en plus de Sylvie, je travaille avec 2 autres personnes qui m'accompagnent aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à disposition un tableau dans lequel j'ai mon deal flow et dans lequel je mets un petit peu l'avancement sur tous mes projets et je leur fais une petite synthèse régulièrement et on fait un point aussi, soit en visio, où on passe 2 heures à revoir les dossiers. Et donc, du coup, voilà, tout le monde a accès à tous les documents et ce qui permet vraiment, surtout dans cette phase-là de prospection, d'avoir des retours croisés qui m'aident beaucoup. Voilà, parce que chacun, avec son expérience et son réseau, peut m'apporter des choses différentes. Après, quand il s'agira peut-être on va dire d'un accompagnement plus spécifique sur la négociation ou sur des aspects comme ça, je ne sais pas encore comment on verra comment on s'organisera. On se posera la question et pour l'instant c'est assez ouvert.
Et du coup, c'est peut-être le bon moment pour passer au troisième exemple, le troisième témoignage. Donc, Florent, tu peux peut-être raconter un petit peu l'histoire de ta reprise. D'accord, bonsoir à tous. Donc, je suis Florent Striffling. Moi, il y a 1 an, je me lançais dans la recherche d'une entreprise. Et je suis un cas un peu exceptionnel parce que je l'ai reprise il y a 4 mois. Donc, grosso modo, j'ai mis 8 mois pour trouver. Je crois que la moyenne, c'est plutôt 18-24. Alors, je suis un ancien militaire, donc je vais employer quelques termes. En fait, moi, j'ai défouraillé. Donc, quand j'ai commencé, quand je me suis dit que je cherchais une entreprise, j'ai fait le ciblage comme tout repreneur doit faire. Et puis ensuite, j'ai cherché, partout. Donc, je le disais à mes amis, j'ai suivi une formation au CA. Et ma chance, en fait, c'est que je voulais pas forcément être en région parisienne, même si j'habite Fontainebleau et que je vais déménager. Je ciblais ma région d'enfance, la Bourgogne. Donc, dans les interlocuteurs ou ceux qui pouvaient m'aider à trouver des cibles, puisque le premier job, c'est bien sûr d'avoir beaucoup de cibles. J'ai contacté les CCI, j'ai contacté la CCI Bourgogne-Franche-Comté, j'ai eu un contact qui m'a envoyé vers les CCI départementales. Et le premier qui a répondu, c'est Pierre Lacanal. Mais voilà, bon, j'avais contacté déjà les premières banques en Bourgogne-Franche-Comté aussi. Je m'étais inscrit au groupe G2ER pour avoir des sourcings différents par le biais des camarades. Mais voilà, donc en fait la CCI là, c'est le sujet du jour. La CCI du Saône Doubs, pardon. C'était pas forcément le pile au centre de ma recherche, mais il y avait un accompagnement un peu spécifique. Je vais laisser Pierre en parler et puis ensuite moi je vous dirai ce que ça m'a apporté. D'accord. Donc ce que nous avons nous c'est Saône Doubs, mais j'ai envie de dire c'est le cas des CCI de province, hein. À la différence peut-être de la CCI de Paris, c'est que nous avons nous un vrai souci d'enjeu de territoire. Pour nous, la pérennité de nos entreprises, c'est important qu'elles soient reprises. On a des cédants qui sont vieillissants trop. Il n'y a pas assez de le marché de la cession est pas assez actif, donc c'est un manque de dynamisme. Et nous, conserver nos savoir-faire, conserver nos entreprises, surtout en milieu rural, dans des zones difficiles, c'est important. Donc c'est vraiment un enjeu de territoire. Donc nous, on s'est focalisé, on a mis le paquet plus sur le repreneur. Alors le cédant, bien sûr, quand il vient nous trouver, on le renseigne, hein. On fait le job, bien évidemment, mais nous, on est focalisé sur le repreneur. Et ce qui nous intéresse, c'est l'homme, la femme ou l'homme, hein, on en discutait. Je disais l'individu, c'est pas un très beau terme, mais c'est l'individu, et c'est sa volonté de reprendre, sa capacité de reprendre. Et donc on va inviter le porteur de projet, si cela lui convient, à s'inscrire dans la démarche de ce qu'on appelle le dispositif Vita Reprise. Donc, nous, on fait pas de sourcing comme l'a bien décrit Branca. Nous, on va mettre plutôt les gens dans les tuyaux à travers un partenariat de tout le milieu, de tout l'écosystème local. Alors, on est Saône Doubs, donc que Besançon, mais notre terrain d'action, c'est toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et pareillement, si on a un candidat qui prend en Basse-Normandie, c'est pas un souci non plus. Enfin, physiquement, on n'ira pas, mais on le suivra quand même, quoi. Et donc, on a mis ce dispositif de détection et de labellisation et d'accompagnement de repreneurs de section. Maintenant, c'est un dispositif qui est reconnu, qui est crédible et exigeant. Donc, les gens viennent nous voir que c'est connu parce que c'est sur le net. Donc, on va déjà valider les quelques prérequis nécessaires, hein, ne serait-ce que le niveau financier, un banquier ou les banquiers, quand ils y vont souvent à deux pour sécuriser le risque, va exiger du repreneur entre 25 et 30% de la valorisation de l'entreprise.
On peut bien sûr déplacer le curseur. Bien sûr, plus la valeur monte, moins c'est vrai, mais voilà, nous, les entreprises classiques, elles font entre 15 à 50 salariés, donc d'1 million à 5 millions de chiffre d'affaires. C'est ce que demandent actuellement les banquiers. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, chez le repreneur, c'est effectivement pourquoi il veut reprendre, sa motivation profonde, ce qu'il a fait, son parcours, son expérience, sa vie, enfin, c'est son histoire, parce que ça a été dit, enfin, ça n'a pas été dit clairement, mais c'est un filigrane. La reprise d'entreprise, avant tout, c'est sans doute vrai pour la création, c'est avant tout une aventure humaine. Et les liens qui se créent entre porteurs de projets, conseillers, c'est vraiment quelque chose de très fort, et c'est effectivement, c'est un projet de vie, quoi. Donc ce que veut faire là. Pourquoi je veux reprendre? Alors, pas obligé de tomber dedans quand j'ai des petits, mais voilà, il y a un moment, souvent, j'ai bossé, j'ai été salarié, j'ai eu des responsabilités, j'ai fait pas mal de choses, ça m'a éclaté, mais dorénavant, c'est fini. Je veux une entreprise, je veux être à la barre, sans doute avec une voilure un petit peu réduite, mais c'est moi qui décide. Ensuite, c'est bien sûr la cible. Nous, on vient nous voir, mais nous, on n'a pas d'entreprise à proposer. Et il est important que le repreneur sache bien ce qu'il veut reprendre. Quelqu'un qui nous dit, je suis ouvert à tout, à toutes les chances, dirait ça vitam aeternam. Donc, il faut un plan A, il faut un plan B, C, puis fondamentalement ce qu'on veut pas faire. Voilà. Et puis également, c'est quel type de reprendre, quel type de reprise on veut faire, etc., etc. Ce qu'on a mis en plan, est-ce qu'on a son équipe à constituer, etc. Et puis une fois que ce travail de challenger en quelque sorte le candidat, in fine, il y a un passage, qui est un passage devant un comité de qualification constitué de chefs d'entreprise pour certains de repreneurs et des 4 acteurs professionnels de la transmission reprise, que sont les experts comptables, que sont les banquiers, que sont les avocats d'affaires et les notaires. Mais pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, ces personnes représentent leur instant professionnel. Ne vient pas l'expert comptable, c'est le président de Mazars Bourgogne-Franche-Comté, mais il ne vient pas en tant que Mazars, il vient en tant que représentant désigné par l'ordre des experts comptables. Et le candidat, c'est une séance qui dure 1h 3/4 où, devant une dizaine de personnes, le candidat va reprendre le travail préparatoire qu'on a fait ensemble, qui est 4, 5, 6, comme mon cas, c'est une mise à disposition permanente. Enfin, c'est pas un sacerdoce, pas non plus, mais effectivement, il y a pas de souci, hein. Vous avez des gens qui sont en poste, ces gens-là, vous les voyez le samedi. Ou vous les voyez, vous appellent après 19h parce qu'ils peuvent pas avant. Enfin, voilà. Bon, ça fait partie du job, mais c'est ce qui nous éclate aussi, hein. Attention, on est bien d'accord, hein. Donc, je reviens sur ce comité de qualification. C'est donc cette présentation de 40 minutes, ce que je suis, ce que j'ai fait, enfin mes faits d'armes essentiels, pourquoi je veux reprendre, ce que je veux reprendre, avec comment j'entreprends la chose, mon apport personnel, etc. Et puis on tient compte effectivement de tout ce que j'ai mis en place, les réseaux que j'ai activés. Et puis ensuite, effectivement, vous avez un aéropage comme je viens de dire, de 7-8 personnes maximum. Et c'est un jeu de questions-réponses, mais ce sont des gens parfaitement bien élevés, il n'y a pas de souci, mais c'est complaisance. De toute façon, c'est ce que vient chercher le candidat. Et ce candidat est vraiment mis sur le gris pendant 40 minutes, fait nourrir de questions-réponses. À la suite de ces 2 temps d'échange, moi, je participe pas puisque j'ai accompagné le candidat, nous sortons de la pièce, hein, tout simplement. Il y a une délibération qui prend 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes grand maximum. Et on réintroduit le candidat. Il y a un rendu qui est fait immédiatement avec 3 possibilités. Soit on dit à la personne, bah, écoutez, vous faites bien ce que vous voulez, mais pour nous, vous n'êtes pas fait pour ça. Alors c'est forcément très vexatoire et l'expérience s'arrête là. Deuxième cas de figure, on dit à la personne, bah, écoutez, tout est ouvert, sauf il y a un clignotant qui nous gêne, qui nous fait penser qu'il y en aura toujours un qui vous passera devant. Alors, il y a plusieurs cas de figure, je vais en donner 2. On a souvent des gens, je me souviens d'un centralien qui disait, bah, je peux être accompagné avec un fonds à hauteur de 10-20 millions, pourquoi pas.
Et puis, bah, je peux reprendre les prix de quartier aussi. Alors là, il y avait un grand écart. On lui a dit, attendez là, vous allez être vous n'allez pas être crédible, il va y avoir une défiance vis-à-vis des prescripteurs possibles, et à fortiori devant un cédant, parce qu'il y a un cédant, enfin, c'est vrai partout, mais c'est encore plus vrai chez nous, parce que c'est très culturel. Il y a de l'affect, il y a de l'irrationnel qui rentre. Le cédant n'a pas trouvé quelqu'un en interne, soit familialement, pardon, soit personnel pour reprendre pour confier les clés de l'entreprise, et il va s'ouvrir un repreneur extérieur. Donc, c'était pas une chose facile. Et donc, c'est vraiment le cédant qui choisit son repreneur. Bien sûr, il souhaite vendre très bien son entreprise le mieux possible. Certains cédants refusent de vendre à des groupes, mais il arrive que les cédants vont préférer vendre légèrement moins cher, je dis bien légèrement moins cher, à tel repreneur plutôt qu'à un autre, en disant c'est celui-là qu'il me faut. Voilà. Et puis, donc, je vous ai parlé de ce grand écart où on a dit à la personne, donc, tu recadres tes choses parce que là, ça va pas le faire. Et puis, il nous arrivait de dire à un autre candidat, bah, voilà, c'est bien, mais il nous manque quelque chose. Ah bon, bah, dites-moi. On sent pas votre niaque, on sent pas on sent pas la niaque, on sent pas l'envie d'y aller. Donc, vraiment, pareillement, réaction assez véhémente du candidat, c'est ce qu'on attendait, ce qui se remet dans c'est regrettable. Donc, dans ce cas de figure, on dit au candidat, bon, on se connaît, on vous rend qualifiable, on se laisse 1 mois, 2 mois, mais pas plus, parce qu'il y a une deadline qui est de 24 mois. En général, pour un repreneur, il y a des couvertures sociales, mais après, si ça traîne trop, on tape dans son apport. Et puis, on voit comment on peut se revoir, on fera quelque chose de plus réduit, on fera un retour de piste, et on voit comment le gap aura été corrigé. Et ça n'a pas empêché, comme un oral de rattrapage, en quelque sorte, aux gens de reprendre. Et le troisième cas de figure, bah, c'est les gens qui sont en phase avec leur projet, comme ça a été le cas pour Florent. Donc, à partir de là, il y a qualification immédiate. Donc, pour les gens qui sont labellisés, le support de présentation qu'on a bossé ensemble, c'est ce document-là qu'on va revoir, on va peut-être revoir sur certains points, qui va partir chez nous. Donc, vous avez la liste. Alors, ça, c'est les officiels, à 65 partenaires. Donc, on retrouve les banquiers, on retrouve les experts comptables, on retrouve certains avocats, et puis après, tous les relais d'infos que sont les organismes professionnels, organismes patronaux, etc. Et à partir de ça, bah, ça va dans les tuyaux. Moi, de mon côté, bah, c'est de suivre le candidat. Où t'en es, je suis avec telle banque ou je suis avec tel expert comptable. Souvent, et en clair, c'est le fait de cette dynamique s'est mise en place et c'est le candidat lui-même qui source sa reprise. On invite fortement, surtout, à ne pas travailler que sur un seul dossier parce que c'est rarement le bon et les gens ils passent beaucoup de temps. L'idéal, c'est d'avoir 3 dossiers à la fois, ce qui est beaucoup. 3 dossiers ensemble, 3 bons dossiers de reprise, c'est énorme, mais il faut, de manière générale, on peut dire pour une entreprise cessible, en face, vous avez entre 4 à 5 repreneurs possibles, en intégrant les personnes morales. Je tenais en idée. Et puis, bah moi là, à un moment, j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée à apporter. Je me tiens à disposition. Par contre, là, quand il y a un dossier qui avance, qu'on est on a un business plan, donc on a vu les banquiers, on sait à quelle sauce on va être mangé. Là, je vais, même si les choses se font en ligne, là, je vais prendre mon repreneur par la main et on va aller au conseil régional parce qu'on a un conseil régional qui a une avance remboursable qui n'est pas négligeable concernant la reprise. On a bien sûr très naturellement le passage à Réseau Entreprendre que vous devez connaître par ailleurs. Là, on va avec un dossier. Alors, il y a le côté bien sûr prêt d'honneur, mais au-delà de cela, il y a l'accompagnement. Et puis nous, certaines régions, Nord-Franche-Comté, donc en zone de revitalisation, il manque toujours la 3e lettre de l'acronyme, que je sais jamais si c'est urbain, pas rural. C'est quand vous avez des groupes qui font des plans sociaux, l'obligation légale à côté d'abonder dans des fonds pour recréer de la richesse. Donc, chez nous, le cas le plus connu, c'est le GIEC. Donc, dans certains cas, les dossiers de reprise sont éligibles. Donc, moi, mon job, à ce moment-là, c'est de faire le plein, en quelque sorte, pour muscler l'apport du repreneur.
Et puis, le côté jubilatoire, c'est quand il y a reprise. Mais tant qu'il n'y a pas reprise, on lâche pas le candidat, en ce qui nous concerne. Alors, pour être très clair, avec Florence, c'est là où j'ai eu le moins de boulot. On va peut-être lui repasser la parole alors. Très simplement parce que Sundou, je vous ai dit que nous travaillons sur tout ce qui est Bourgogne-Franche-Comté, notre région. Et bien sûr, au-delà, quelqu'un qui a repris, qui reprend parce que il a trouvé l'entreprise en Alsace, on le suit. Et puis on s'est aperçu qu'entre les entrants et les sortants, tout ça s'équilibre, donc c'est l'esprit qui compte. Mais pour Florent, ayant repris sur le département de la Côte d'Or, à raison d'entreprendre, il a trouvé les relais pour les rencontrer. Pareillement, sur l'aspect avance remboursable de la région, ça s'est fait avec ses conseils sur place. Donc là, mon rôle a été beaucoup plus limité. On a fait le travail de structuration de la démarche et puis il a trouvé ce qui arrive assez fréquemment, hein, c'est de lancer ces dynamiques dans l'entreprise seule. Alors, je reprends la parole du coup. Oui, vous avez entendu, la CCI Sundou m'a pas aidé à trouver ma cible. Je l'ai trouvé par un autre biais. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, comme disait Pierre, moi, ça m'a aidé, ce parcours-là de visa reprise, ça m'a aidé à structurer mon projet. Donc, c'était quand même au début de ma recherche. Donc, j'avais des cibles, mais ça m'a permis de concentrer. Je me souviens que Pierre m'a dit, avec ton parcours, c'est pas une cible, enfin, c'est pas une entreprise avec 5 salariés qu'il te faut, alors que j'en avais déjà une en vue. C'est plutôt 15, 20 salariés. Et puis en fait, j'ai rétréci un peu mon champ d'action. Donc là-dessus, Pierre m'a aidé. J'avais fait un support qui m'a servi ensuite pour les banques, pour porter mon projet même auprès de certains cédants. Et concernant le comité de qualification, alors voilà, comme on vous l'a dit, il y avait une petite dizaine de personnes, je crois qu'il y en avait 6 ou 7, moi seulement, il y avait des malades encore du Covid. Mais ça m'a permis de convaincre. Alors pour les repreneurs, la première chose pour ceux qui sont mariés, c'est qu'il faut réussir à convaincre son épouse ou son conjoint. C'est pas forcément évident, c'était peut-être le plus dur pour moi. Mais ensuite, d'être devant ce panel et d'expliquer ce que je voulais faire et ensuite d'être labellisé, je me suis dit, eux, je les ai convaincus, j'aurais moins de mal à aller voir un cédant pour lui dire que c'est sa boîte que je veux ou aller voir le banquier pour lui dire j'ai besoin de son argent. Voilà. C'était vraiment, enfin, je me suis senti conforté dans ma volonté de reprendre. Et puis j'avais trouvé une cible et l'entreprise que j'ai reprise, je l'avais trouvée avant de passer en comité de qualification. J'ai même passé le comité de qualification et le lendemain, j'avais une réunion pour présenter la LOI. Mais comme on vous l'a dit aussi déjà, la première cible ou la cible qu'on a, elle aboutit pas forcément. Donc de savoir que mon dossier, il partait juste après l'été auprès de 60 partenaires dans une zone que je souhaitais sourcer, je me suis dit ok, je vais avoir des bases, je vais les défourailler, comme je vous ai dit, je pourrais défourailler un peu plus après. J'ai pas eu besoin, tant mieux, mais voilà, je savais que j'aurais un appui de Pierre et de la CCI de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Elle s'appelle comment, la boîte? Ma société s'appelle La Gravure Industrielle. Elle est basée au sud de Dijon et on fabrique des plaques en métal et en plastique pour les industriels. Si je peux rajouter, donc, comme Florent l'a dit, heureusement, d'autres candidats où là, les gens reprennent leur entreprise grâce à notre réseau de partenaires avec qui on a une convention. C'est-à-dire que tous les gens que vous avez là, il y a une convention qui est une charte. Alors, il n'y a pas de flux financier, mais on dit voilà, nous avons labellisé telle personne, donc si vous avez un dossier, voilà, une connaissance sur une entreprise qui se rapproche de la cible de cette personne, donc rapprochez-vous d'elle. C'est ce qui se fait en général. Donc c'est plus de la mise en réseau sur laquelle on intervient. Après, j'ai effectivement des cédants qui
qui viennent me voir en direct. Et là, bah, si j'ai les 2 ou 3 dossiers en cours repreneurs qui correspondent, je lui adresse bien évidemment. Et la dernière chose, on n'a pas dit, que je ne veux pas monopoliser la parole, c'est que la reprise d'entreprise, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Le premier point, du coup, sur le projet le premier point que vous aviez sur le projet de Florence, c'était de savoir s'il avait les bonnes motivations et le profil pour reprendre une entreprise. Oui, tout à fait. Demandez à Florent quelle était la motivation qu'il y avait derrière justement ce projet de rachat. Alors, la bonne motivation, en fait, ça dépend de chacun, mais moi, ma motivation, c'est, j'ai été donc dans l'armée pendant 10 ans et salarié de grands groupes pendant 10 ans. Et dans les grands groupes, j'en avais marre de la stratégie à court terme de mes dirigeants. Donc moi, je voulais prendre une entreprise pour pouvoir investir et pas forcément avoir les gains en première ou en deuxième année quand je pourrais toucher mon bonus de managing director, mais savoir que mon entreprise, elle va perdurer, elle va gagner de l'argent sur les 10 prochaines années ou 20 prochaines années. Voilà. Mais ensuite, bon, ça c'est, je pense que les motivations de chacun sont différentes. Mais puis voilà, je voulais une usine je voulais un atelier de fabrication. Dans les grands groupes, j'étais derrière des ordinateurs, chef de projet, responsable d'opérations, de projet. Quand je rentrais dans un open space le matin et que je voyais tous les gens derrière leur ordi, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font quoi? C'est quoi leur valeur ajoutée? Bon là, je touche ma plaque qui va partir. Je peux aller mettre la main dans la production si j'ai besoin. Et quelle est ta stratégie? Alors, je suis très curieux, du coup, sur l'entreprise. Donc, une fois que tu as été assis, tu te dis, là, pour cette société, j'ai une stratégie de croissance. Ou j'ai une stratégie de développement, d'investissement qui va permettre à cette entreprise de se développer, de grandir. Oui. Bah oui, on l'a défini. En fait, je pense que tout repreneur, quand on choisit une entreprise qu'on va jusqu'à dire, je vais la racheter, je ne sais pas si vous connaissez le process, mais il y a le protocole d'accord où on s'engage. Il y a une clause suspensive, c'est juste si la banque ne prête pas d'argent. Mais quand on signe ça, après, on peut pas reculer vraiment. Il faut avoir une perspective pour l'entreprise qu'on prend. Donc bon, moi j'ai pris une entreprise, je dois améliorer la sécurité, l'environnement, la condition salariale. J'ai pris une entreprise c'est la maison de la grand-mère où il faut tout refaire, mais je vais le refaire à ma main. Et puis par contre, j'étais allé voir des cibles où c'était déjà tout nickel, c'était une belle maison, mais j'aurais mis mes pieds dans des pantoufles et puis il fallait que je fasse du business, quoi. Donc voilà, c'est le genre de choses que vous décidez, que vous devez porter, et puis que certaines personnes au cours de votre parcours vont vous confirmer cette vue-là, ou vont vous dire ça c'est pas pour vous. Et Pierre par exemple m'a dit oui, il faut pas une entreprise avec le parcours que tu as, il faut pas une entreprise dans laquelle il y a que du commerce à faire. Moi, avant d'aller faire du commerce, j'ai beaucoup de production à améliorer. Voilà. Juste une question. Avant de reprendre cette boîte, tu avais regardé combien de dossiers? Est-ce que tu avais fait des offres sur d'autres dossiers? Voilà, juste un peu avoir une idée un peu de l'entonnoir. Ouais, alors moi, je suis pas le bon exemple. Parce que 8 mois, alors en moyenne, c'est 18. Peut-être que tu étais hyper actif pour 8 mois, tu vois. Oui. Ah mais non, mais ça, c'est sûr que j'ai commencé le 1er avril. Je vous avais dit, là, il y a un an, mais le 1er avril, j'avais fait ma fiche de cadrage et je commençais à sourcer. J'avais dû bien cibler parce que toutes les entreprises pour lesquelles j'ai reçu des dossiers, je sais pas, j'ai dû en voir seulement 20, 25. Okay. Elles m'intéressent. Enfin, il y en a une dizaine qui m'ont intéressé. Sur la dizaine, quand j'ai dit que je voulais rencontrer le cédant, alors il y a un intermédiaire, ça peut être une CCI. Il y avait une CCI en Bretagne, mais bon, moi il fallait se faire un peu la main un peu partout en France. Ou le CRA. Quand je disais je veux rencontrer le cédant, il m'a dit oui, parce que mon projet et ma fiche de cadrage, elle devait coller. Je vais se dire, c'est pas un loustic qui veut juste profiter pour faire une analyse.
Et alors du coup, en fait, j'en ai vu vraiment 7. Sur les 7, je vous dis, il y en a 2 ou 3 où je me suis dit, elle est trop bien, elle est déjà trop aboutie. Qu'est-ce que je vais devoir, je vais devoir tenir le même chiffre d'affaires, je vais devoir faire du commerce à fond pour pas que l'activité baisse et qu'on soit en surcapacité. Et puis, j'en ai vu, il y en avait une pour laquelle j'ai fait une LOI et je me suis fait griller la politesse par un groupe qui faisait de la croissance externe. Et ça, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est un des points durs pour les repreneurs personnes physiques, parce que les groupes, ils ont déjà une banque qui leur a dit si tu trouves quelque chose à 2 millions d'euros, je te suis, il n'y a pas de problème. Donc un cédant, il sait que un groupe contre un repreneur physique, déjà il a 2 étapes d'avance avec le groupe. Son processus, il va durer 2 fois moins de temps. Et c'est comme ceux qui achètent, qui ont déjà le cash dans la poche, ou ceux qui vont devoir aller voir une banque. En plus, c'est difficile maintenant. Donc je me suis fait griller là-dessus. Et puis, celle-là, le cédant qui était pas très commode voulait de toute façon pas un groupe. Donc, comme tous mes voyants étaient verts là sur ma fiche de cadrage, j'ai pas hésité. Et tu travaillais plus? Et non, ouais. Moi, je temps plein. Ouais, moi c'était temps plein. Ouais. Je pense que je pense que c'est quelque chose. C'est un boulot à temps plein de chercher. Alors c'est bien quand on est accompagné. Moi, j'avais dit, je m'étais dit. Pendant 4-6 mois, je cherche tout seul, et je crois que Branca me dit que c'est pas une bonne stratégie parce qu'on peut perdre du coup 4-6 mois. Vous allez forcément mettre de l'argent en cherchant une reprise, en cherchant à reprendre. Donc sans doute que c'est mieux de chercher soi-même, mais aussi de faire chercher quelqu'un. De faire chercher pas trop de PPI ou un intermédiaire qui va vous aider, parce que c'est l'enjeu. L'enjeu, pour reprendre, c'est d'abord d'avoir plein de cibles. C'est d'avoir du gras à moudre, donc il faut être convaincant, parce qu'il faut en pousser des portes. Donc et tout au long du processus, déjà se faire adouber par un cédant, d'être adoubé ensuite par les banquiers, de passer les différentes étapes. En tant que repreneur personne physique, vous l'avez cité, c'est compliqué parce qu'on a la concurrence d'autres et de repreneurs personnes morales. Donc le fait d'être accompagné d'avoir quelqu'un qui source, qui vous fait gagner du temps dans cette démarche, et puis qui vous aide à ouvrir des dossiers, à en refermer aussi, c'est important aussi. On ne prend jamais la décision à la place de notre repreneur, mais parfois on sent que il y a une volonté de faire un transfert, peut-être l'urgence d'aboutir. C'est bien d'avoir quelqu'un aussi qui à un moment donné vous dit bon allez, on referme et puis on cherche autre chose. À mettre 5 ou 6 mois de plus, mais parfois c'est un mal pour un bien ou inversement. Oui, surtout si plus le temps avance, plus le risque de faire la reprise par défaut, quoi. C'est important d'avoir quelqu'un au-dessus de son épaule qui vous dit c'est pas pour nous, on referme. On peut accepter un prix de cession à fonder aussi parfois parce qu'on a envie, mais en fait le juge de paix sera à la banque, et puis à un moment donné il faut aussi ça. Chacun a sa recherche d'autonomie propre, mais il faut savoir pour qui on travaille. Si on finit par travailler pour le cédant et pour le banquier ou pour le partenaire financier, c'est un peu dommage d'aller aussi dans les marges. Est-ce que tu avais de la concurrence lorsque tu as fait l'acquisition? Et si oui, quel a été ton pitch de différenciation par rapport aux autres? Alors, moi, mon cédant, il était très compliqué. Il avait eu 20 candidats avant. Ouais. Mais quand il avait commencé avant le Covid. Et puis, il s'est arrêté un petit peu pendant le Covid. Et puis, je vous ai dit, moi, c'est la maison de la grand-mère. Il y a une cuve de soude pas rouillée, mais qui fait 10 tonnes et qui est à 2 mètres de haut. Donc, moi, je savais que j'avais un aspect sécurité important. J'en avais parlé d'ailleurs au groupe des repreneurs, là, au G2ER. Et en fait, bon, je pense que lui, il était dans une phase où tout était prêt, là. Pour le coup, il était prêt à céder. Il avait 67 ans et il était à bout de souffle. Mais voilà, c'est une affaire d'homme aussi. J'ai su le prendre. Mon expert comptable pouvait pas le blairer, mais voilà. J'ai réussi à arrondir les angles quand il s'emportait. Et puis c'est une affaire d'homme. On doit être choisi par le cédant. Donc le cédant, il vous donne son entreprise. Bon, c'était pas son bébé, il l'avait reprise aussi il y a 20 ans, mais donc il faut au départ on se vend. Une question pour Florent. Est-ce que tu avais des petites pépites dans les yeux qui brillaient?
Ah bah sans doute, ouais. Moi, c'était un peu, c'est pas une entreprise qui fabrique des choses hyper complexes. Moi, j'ai travaillé dans la maintenance des alternateurs pour Alstom. Bon, il y avait 180 personnes au BE. Bon, bref, moi, c'est une petite plaque, hein, mais il y a quand même une partie technique qui m'a intéressé dès le premier rendez-vous. Donc, ouais, je sais pas. Enfin, je pense qu'effectivement, Et ça, je pense qu'il l'a vu, en fait. Il l'aurait pas proposé. Hein. Il l'a vu. Et c'est vraiment ça. Simon, je t'entends et en même temps, j'ai un exemple comme ça, pareil, d'un repreneur qui a mis 8 mois à reprendre. Je l'ai rencontré en mai dernier. Il m'appelle et puis je discute avec lui. Alors, il se trouve que c'est mon voisin. Enfin, je fais pas exprès, hein, ski de rando, voisin. Bref. Mais on se connaissait pas. On s'est rendu compte quand il m'a envoyé sa note de cadrage qu'on habitait sur le même parking. Et en fait, il a eu cette démarche de. Je lui ai soumis comme ça une affaire en me disant, je suis pas sûre que ce soit bien, mais il y a quelque chose là. Je pense que peut-être ça peut t'intéresser. Il est allé voir et c'est pareil, c'est la maison de la grand-mère. Alors, il parlait de Zola, mais on est à peu près dans les mêmes choses. Une belle endormie ou tout ce qu'on peut, tous ces vocables qu'on peut mettre sur une entreprise. Et ses yeux ont brillé. Et en 8 mois, il avait repris. Et là, il a déjà un projet de croissance externe. Il regarde une autre boîte sur la région Rhône-Alpes. Donc, avec 200 000 euros d'apport et 1,4 million de reprise. Donc, ça donne aussi une petite idée de ce qu'on est capable de faire quand on a les yeux qui brillent. Est-ce que le fait d'être un repreneur individuel donne un avantage par rapport à des fonds ou à des groupes? Il y en a un. Alors, c'est sans doute pour les plus petites boîtes, mais ça dépend du cédant. S'il est attaché à ses salariés, il n'a pas envie que ça. Je pense que beaucoup n'ont pas envie que ça tombe dans un groupe et qu'il y ait une partie ou toute l'activité qui soit délocalisée. Donc moi, il m'avait dit, je veux que mon entreprise, elle soit prise par quelqu'un qui habitera ici et l'entreprise, elle travaille ici. Alors après, j'aurais pu lui dire oui et puis la délocaliser. Moi, j'habite à côté de Fontainebleau pour l'instant. Mais bon, c'est pas possible en fait. Dans les faits, pour l'instant, il y a trop de contraintes. Mais le fait de donner à un repreneur physique, il sait que ça va pas partir aussi vite que si ça fait partie d'un groupe qui a déjà une usine, voilà, et qui peut faire des synergies. Oui, le souci, enfin, en ce qui nous concerne, dans notre région et dans l'industrie, le souci du cédant, c'est la pérennité de l'entreprise. On peut bien vendre son entreprise, c'est une évidence, mais c'est la pérennité de l'entreprise et le devenir des salariés. Ils y sont très sensibles. Il faut se dire qu'ils demeurent dans la région de surcroît. Donc, oui. Ils sont souvent dans la même ville. Donc, c'est compliqué de se dire qu'on a remis l'entreprise entre de mauvaises mains, même si on a touché un chèque important, significatif au passage. J'aimerais qu'on pose une question de la salle aux 3 accompagnateurs CCI. On va lire la question ensemble. Quels sont les profils, années d'expérience, type de compétences, âge, etc., les plus récurrents des repreneurs qui arrivent à réaliser une trouvaille? Je pense que ça veut dire qui arrivent à reprendre. Notez bien que la question ne dit pas quels sont vos critères à vous. C'est selon vous, quels sont les critères qui font que ça réussit une reprise? Année d'expérience, type de compétences, âge, etc. Comment auriez-vous envie de répondre les uns les autres, Pierre, Branca? C'est compliqué de donner peut-être un profil type. Il y a des études qui existent chez nous, le Crocis. La BPI fait régulièrement des études sur le profil type un peu du repreneur personne physique. Donc on sait que c'est un cadre voilà, qui a été dirigeant au sein de groupes, cadre dirigeant et qui a envie d'aller vers une démarche entrepreneuriale, d'être son propre patron. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de repreneurs jeunes. Donc, ce qui était finalement un peu le profil type du quinquagénaire qui se lançait dans cette démarche évolue, puisqu'on trouve des gens qui ont maintenant des repreneurs qui ont moins de 40 ans. Il faut un apport en fonds propres configuré. J'en prends des portes ouvertes, mais vous en doutez bien. C'est une démarche qui prend 18 mois, 24 mois, qui engage un coût de conseil classique, expert comptable, avocat, quel que soit le montant de l'opération, qui nécessite de se faire aussi accompagner sur la partie sourcing. Donc, au-delà de l'apport en fonds propres réservé,
Il faut aussi avoir effectivement un apport dédié au coût du conseil, même si c'est listé après bien sûr dans la globalité du projet. Mais surtout, voilà, il faut avoir envie, donner envie. Moi, lorsque j'ai rencontré Laurent, eh bien, il m'a convaincue. Je me suis dit, je vais être son ambassadrice, mais quand je vais lui ouvrir quelques portes, et de nombreuses, je l'espère, eh bien, je n'aurai pas à rougir. Il va être convaincant auprès d'un cédant, auprès d'un banquier, auprès d'un fonds d'investissement. Et ça, c'est important. D'ouvrir le champ des possibles. Alors, on vient souvent, effectivement, parfois on est très généraliste, donc c'est assez large. Parfois, on vient avec une idée très précise d'un domaine d'activité accompagné en particulier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester ouvert sur d'autres sujets. C'est une démarche où il faut de la méthodo, mais elle est aussi empirique et itérative. On peut aussi faire en sorte de joindre l'utile à l'agréable. Et au-delà des critères de géographique et de taille d'entreprise, peut-être se dire aussi qu'on peut rechercher un sujet qui est proche de ses passions, plutôt que d'être proche uniquement de son parcours professionnel et des secteurs d'activité que l'on connaît. Donc avoir l'esprit ouvert, et surtout pour la cible, se dire qu'est-ce que je peux apporter, quelle est ma valeur ajoutée, avoir une vision claire de ce qu'on peut apporter. Autrement, c'est compliqué. Voilà. Si on ne sait pas comment la développer, ce qu'on peut apporter, on n'achète pas une entreprise pour faire mieux, tant mieux. Enfin, je veux dire aussi bien, assurément, mais c'est pour la développer, pour lui apporter une vraie valeur ajoutée. Et ça, il faut que ce soit clair. Voilà. On connaît les coûts des avocats, les coûts des comptables. C'est quoi les coûts des CCI, par exemple? Attendez, c'est l'objet d'une deuxième question qui est posée dans un instant par un intervenant à distance. J'aimerais qu'on reste sur la première question et qu'on élargisse les réponses. Pierre, vous voulez ajouter un mot? Oui, sur l'âge. L'âge, à moins qu'on ait d'agent de famille, l'apport minimal pour reprendre une entreprise d'une quinzaine de personnes, c'est le ticket d'entrée, c'est 150 000, 200 000 euros. Donc, de fait, vous construisez une famille et donc il y a le bien immobilier personnel et ça vient après. Donc, il faut quand même quelques années pour pouvoir se constituer cette réserve pour l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'à 30 ans, c'est compliqué. Même si Brancani, il y a des gens qui sont de plus en plus jeunes, il faut avoir l'argent pour ça. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que c'est pas un projet unilatéral, c'est un projet de vie, mais un projet familial. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on va mettre dans l'entreprise qu'on aurait pu placer plus tranquillement ailleurs. Sachant que les premières années, pour prendre une entreprise, votre salaire, au moins les 5 premières années, pour que ça soit le plus propre possible, va être moindre, peut-être pas 50%, mais quand même de manière significative. Et donc tout ça, faut que toute les siens doivent être les premiers sponsors du projet. Sylvie, vous voulez ajouter un mot sur ce sujet? Oui, je rebondis sur les propos de Branca qui parlait de valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment le premier identifiant positif. Qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise? Qu'est-ce que je vais m'apporter à moi aussi? Mais surtout, je voulais parler de notion de risque. Tout à l'heure, on évoquait les clignotants pour le comité d'agrément, mais à l'inverse, chacun a sa notion de risque. Et les bons repreneurs sont ceux qui vont savoir arbitrer et arbitrer très rapidement sur la manière sur leur capacité à prendre des risques. J'ai un repreneur qui est devenu un ami aussi, qui a repris plusieurs boîtes, qui en a vendu et qui me disait mais moi j'ai 3 feux verts, 2 feux orange, 3 feux orange, j'y vais. J'ai un feu rouge, j'y vais pas. D'accord ? Alors qu'il y a beaucoup de repreneurs qui veulent, de candidats à leur reprise, qui peut-être du coup le resteront candidats, qui veulent absolument avoir tous les feux verts. Et à un moment donné, il faut faire des arbitrages, et on n'a jamais, très rarement, tous les clignotants verts. Voilà. Et c'est cette aversion au risque. Je pense que c'est vraiment un élément, et apprendre à se connaître soi-même, tout simplement, pour savoir si un jour on va y aller ou pas. Moi, j'ai envie de ça refroidit, là. Une question complémentaire, c'est qu'aucun d'entre vous n'a mentionné le fait d'avoir déjà dirigé une entreprise pour avoir une chance de réussir sa reprise.
Alors, vous me direz, c'est une histoire de serpent qui se mord la queue, parce qu'il faut bien une première fois, mais j'observe qu'aucun de vous ne l'a mentionné. Est-ce à dire que pour vous, ça n'est pas éliminatoire? Ce qu'on constate, c'est que la plupart des gens que l'on rencontre, en même temps, sont tous des gens qui ont managé des équipes. Alors, manager des équipes, c'est une chose. Après, gérer son propre personnel sur ses propres données en est une autre. Mais non, il y a un point qu'il faut peut-être plutôt surveiller, c'est l'aspect commercial. C'est souvent le nerf de la guerre. Parce que on peut s'améliorer, des techniques d'amélioration. Par contre, vendre, c'est aimer convaincre, c'est sûr de ce chose. Et c'est quelque chose, il faut l'avoir en soi. Le reste, c'est de l'acquis. Moi, je peux témoigner en tant que animateur de la formation à la reprise d'entreprise pratiquée au sein de XMP Entrepreneur. Je pense que s'il y a deux mots-clés que je rabâche sans arrêt pendant cette formation, c'est avoir la niaque et avoir le sens commercial. Donc je me retrouve assez bien dans le mot niaque, vous l'avez beaucoup utilisé tout à l'heure, Pierre. Le sens commercial, maintenant, apparaît comme au centre. C'est bien clair pour moi. Jean, oui, une question. Une petite question. On entend souvent parler des search funds pour apporter des investisseurs privés dans un projet d'acquisition. Est-ce que ça fait partie? Est-ce que dans ces projets-là, il y en a oui, qui s'intéressent à ça? Ça peut arriver, notamment. Ce sont des formes de reprise, donc avec des partenaires qui sont particuliers. Et en l'occurrence, on est de plus en plus sollicités dans ce genre de démarche également. Donc on s'adapte, le projet le-même, on accompagne quelqu'un. Je peux complètement expliquer. Je vous propose de ne pas rentrer dans ce que c'est un search fund, sinon c'est le thème d'une autre soirée qu'on va consacrer au sujet. C'est le fait d'être entouré déjà d'investisseurs qui ont confié de l'argent au repreneur, qui lui donnent une certaine surface pour réaliser son projet. Moi, j'ai envie, pour boucler sur le thème du jour, que celui qui a déjà réussi à agglomérer autour de lui 10 personnes privées qui lui font 30 000 € chacun d'avance, il a quand même une certaine niaque. Et donc, ça lui donne un des ingrédients qui va faire de la réussite. En tout cas, ça veut pas dire, c'est pas une garantie, mais c'est un atout de plus. Avant qu'on ne se quitte, parce que l'horaire a tourné, j'ai encore une question de la salle à poser, à la salle à distance, et elle rejoint la question que voulait poser monsieur à ma droite. Elle se pose à nos 3 accompagnateurs. C'est en gros, si je résume, ça pourrait être, c'est bien gentil tout ça, mais ça coûte combien? Comment la SCCI se rémunère pour les services rendus, forfait, success fee, comment faites-vous? Est-ce que vous pouvez nous donner chacun votre réponse? Parce que je sais qu'elle est très différente selon les uns et les autres. Quelles sont les prestations qui sont de l'ordre du normal, naturel offert à tous, et quelles sont les prestations facturables? Pierre, vous voulez prendre la parole? Oui. Nous, à ce jour, il y a pas de coût pour le porteur de projet. On a dans le cadre d'un appel d'offres avec la région un subside, enfin sur un ensemble de dossiers. On a réussi à raccrocher ça avec sur la transmission, mais c'est bon. C'est pas rentrer dans la situation des CCI, mais oui, c'est le problème de Visa Reprise, c'est qu'il faut qu'on trouve effectivement un modèle économique et il est inenvisageable de faire payer un candidat, en plus, si vous la journée, lui dire qu'il n'est pas fait pour ça, ça va être compliqué. C'est peut-être le plus grand service que vous pouvez lui rendre, que il n'est pas fait pour ça. Non, mais enfin, bon, ça serait pas à la hauteur, mais effectivement, on y réfléchit, comme beaucoup, ça serait une autre soirée spécifique à la situation des CCI, mais je suis pas sûr que ça nous intéresserait. Mais effectivement, nous, à ce jour, c'est une gratuité totale. Sylvie, quelle est votre réponse à cette question des prestations facturables, non facturables à la CCI Hérault? Alors, c'est presque pareil. Alors, j'allais dire, on n'a pas vraiment de grille. En fait, il y a quelques prestations qui peuvent être payantes, c'est notamment la recherche de cibles, l'évaluation. Là, c'est évident, on est dans le spectre du marché concurrentiel. Donc, la recherche de cibles, j'en fais plus. Comme ça, je facture pas. Mais la réponse de Branca va m'intéresser énormément. J'ai quelques idées sur le montant qu'elle facture, et je pense pas que sur Montpellier on soit en capacité de faire la même chose, sauf
ouais, enfin, pourquoi pas, mais je pense qu'on ne sera pas en capacité d'aligner des tarifs comme ceux que Branca va nous dévoiler incessamment sous peu. Voilà. Et après, sur l'évaluation, on est sur des prix de marché, on travaille à la journée, on est sur un tarif 650 € jour, mais ça va concerner plus les cédants que les repreneurs. Nous facturons, j'en ai pas honte, hein, parce que mais alors, c'est juste et parce que c'est pas forcément reproductible. Bien sûr, il y a une équipe, bien sûr, c'est 25 ans que nous sommes actifs. Alors, vous êtes rémunéré? Alors, pas de success-fee nullement, mais ce sont des forfaits avec différentes formules d'accompagnement. Un accompagnement sur le sourcing pur, donc on est entre 8 et 10 KE, et ensuite un accompagnement dans la durée qui intègre plusieurs opérations mailing de sourcing, qui intègre bien sûr la mise en relation avec l'écosystème, le fait que nous allions à la pêche et rechercher des opportunités de cession auprès des cabinets d'intermédiation qui ont des mandats intéressants, que nous faisons de la veille sur le marché, que nous essayons de trouver régulièrement d'alimenter notre repreneur en deal flow, et que nous l'aidions à étudier les dossiers. Donc, on garde la valo, on garde le financement, on voit s'il faut le mettre en relation avec des partenaires financiers qui peuvent lui être utiles, et nous l'accompagnons du début jusqu'à la fin, tout au long du processus, aux côtés de ses conseils habituels. Donc, ça nous arrive, oui, aussi de rentrer dans le jeu de la négociation, pas dans le dur directement, mais de différentes manières, de manière utile. Et c'est un accompagnement dans la durée qui se fait au moins sur 12 mois, 18 mois. Voilà, mais ça n'a aucune commune mesure avec, bien sûr, la tarification des acteurs de la sphère privée qui sont sur des montants beaucoup plus importants et sur un successif que nous ne prenons pas. Et sur cette prestation étendue, c'est quoi vos tarifs? Nous sommes entre 8 KE et 15 KE. D'accord. Et avec une obligation de résultat ou de moyens? De moyens, mais moi je me sens très mal à avoir facturé un client sur une mission où j'ai peu de résultats. On trouve toujours une solution et on y retourne toujours. Et ce sentiment d'être très utile et presque d'être dans un sacerdoce tel que le soulignait Pierre, il est vraiment là. Voilà, le temps il est pour nos repreneurs. Il est quel que soit le moment du temps des congés ou ailleurs, il est là parce que je sais que derrière il y a une attente forte, que c'est un projet de vie et que je n'ai pas envie voilà, qu'il y ait une frustration. Alors, moi, j'accompagne une quinzaine de repreneurs dans le cadre de cet accompagnement. En moyenne, c'est entre 8 et 10 qui aboutissent. Pour les autres, ça ne veut pas dire que j'aurais été inutile. Hein. J'aurais tout fait. J'aurais mis à leur service mon réseau, maniaque aussi, mon énergie, il en faut, mon temps, ma disponibilité, ma bienveillance, mais parfois, voilà, c'est tous les aléas qui font que de ce processus qui font que ça ne marche pas, quoi qu'on fasse. Voilà. Et Laurent, tu as... Il ne lâche jamais quand même. Hein. Franchement, il ne lâche jamais. Pardon? Vous ne lâchez jamais. C'est très important de... Laurent, tu as pris quel scope avec Brenda? Tu as pris le sourcing uniquement ou full scope? J'ai pris full scope. Avec obligation de résultat, mais... C'est ça. J'ai bien compris. Moral, mais... Je ne sais pas s'il nous reste. On peut peut-être prendre encore une dernière question. Puis je crois qu'on aura atteint une question notre temps. Est-ce que votre organisation, qui est assez pertinente de sélection du repreneur pour éviter qu'il se pourvoie, parce qu'on en voit beaucoup. Moi, j'en vois quand ils me disent là où ils cherchent, je leur dis vous cherchez une maison de campagne ou une entreprise. En général, après ce premier rendez-vous, je ne les revois plus, mais c'est qu'ils ne sont pas faits. Est-ce que ça existe dans d'autres CCI? Parce que c'est vraiment un système. Alors, sur ce dispositif visa reprise, oui, il y a nos collègues de la CCI Nantes-Saint-Nazaire qui ont un dispositif qui s'appelle Label Repreneur, où ils font le même job de challenger une personne, d'en tirer la quintessence, de la marketer en fait le mieux possible pour arriver à quelque chose de structuré. Il s'est passé j'ai eu 2 candidats qui ont fait les 2 dispositifs, dont un a repris à Dijon, une entreprise Escargot, peut-être que tu rencontres, il sera ravi. Escargot de Bourgogne, une PME de 40 personnes. Et je leur ai demandé très honnêtement quel est le plus exigeant des deux dispositifs.
label repreneur ou visa reprise. Et les deux m'ont répondu visa reprise de par le fait qu'il y a ce comité de qualification, cette confrontation avec en face des chefs d'entreprise, des acteurs de la transmission reprise, c'est-à-dire quelqu'un qui vient dire moi demain je veux être un chef d'entreprise, et en face vous avez des chefs d'entreprise qui disent simplement banco, il faut nous convaincre, voilà en quelque sorte. Alors que sur le label repreneur, on est plus sur ok, on regarde le dossier qui est bien fait, hein, et puis on rejoint une base de repreneurs. Alors que nous, bon, c'est pas le cas pour Florent, vous l'avez compris, mais l'idée c'est qu'on lâche pas on lâche pas tant qu'il n'y a pas reprise. Hein. On va prendre la toute dernière question que vous aviez levé la main en même temps que Luc tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, on a évoqué les cibles et le marché caché. Moi, j'ai deux conseils totalement opposés l'un de l'autre. J'ai des conseils qui me disent qu'il faut écrire spontanément à des entreprises qui correspondent exactement à la cible que l'on recherche pour voir s'il y aurait un intérêt à vendre. Et de l'autre côté, le conseil qui est de uniquement regarder les annonces d'entreprises qui sont déjà connues et déjà en vente. L'explication étant que les entreprises qui sont pas spontanément à vendre peuvent ne pas avoir un vrai intérêt à vendre, veulent juste éventuellement avoir une idée de valo. Ouais. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans parce qu'ils vont faire appel à un conseil vendeur, etc., etc. Donc voilà, je voulais savoir un peu quelle était votre opinion là-dessus. Je pense que, à mon sens, les deux sont complémentaires en l'occurrence, parce que vous l'avez vu sur le marché ouvert, sur un dossier intéressant, il y a 4-5 candidats repreneurs, personnes physiques en liste, quand il n'y a pas plusieurs sociétés. Donc c'est aussi ça le sujet. Donc si on va pas chercher ailleurs, on met pas toutes les chances de son côté pour aboutir. Alors bien sûr qu'il y a cette idée de temporalité où on n'arrive pas forcément au bon moment. Mais si vous saviez, moi qui discute souvent avec mes confrères et mes consoeurs acteurs de la sphère privée, à quels aléas ils sont eux-mêmes soumis alors qu'ils ont un mandat exclusif en bonne et due forme, que le cédant a versé un retainer important, on n'est jamais certain de l'aboutissement d'un dossier. Ouais. Vous êtes pas brillant, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté d'aboutir. Mais par contre, c'est vraiment toujours une notion de timing et en fait, il faut tout actionner parce que vous savez absolument pas d'où va sortir le cédant et l'entreprise qui sera la vôtre. Donc, faut jouer avec tout. Faire feu de tout bois. Il y a peut-être un sujet en particulier sur l'intérêt à aller sur le marché caché, c'est que vous allez être en direct avec le dirigeant, avec le cédant, que vous allez tisser un lien particulier. Vous allez dans un jeu de séduction, vous allez convaincre. Dans les dossiers qu'on appelle les dossiers intermédiaires, vous avez en face de vous, non pas le cédant en direct, parfois il faut même poser une LOI, vous le savez bien, avant d'avoir rencontré le dirigeant. C'est très processé, très chirurgical, et vous n'avez absolument pas le droit de contacter un dirigeant pour lui parler, ne serait-ce que de votre volonté, de votre amour pour son entreprise. Voilà. Là, vous avez le dirigeant en face et vous pouvez, au travers de 4-5 rendez-vous, tisser un lien particulier. C'est très important. Mais par contre, ce que vous dites, c'est vrai, hein, que de faire une campagne d'emailing, que vous reprenez un chef d'entreprise qui vous fait faire un tour de piste et puis merci, et puis il garde ça sous le coude. Ça, c'est une réalité. Si on entrepreneur personne physique, servir, pardonnez-moi, le mot est un peu vulgaire, mais c'est de lièvre. Sur les dossiers, on sait pertinemment qu'on n'entrera pas en preneur personne physique, mais bon, voilà, ça permet d'avoir une proposition en dessus, de faire monter un peu c'est la vie des affaires, tout simplement. Et ça peut arriver aussi sur des dossiers intermédiaires de faire le lièvre physique. Il y a le même risque. Hein. Le mot de la fin, Antoine. J'ai entendu 3 CCI qui ont des moyens complètement différents, en fait, parce que la CCIP, on a fait un véritable business. Et pourtant vous avez le même discours et je trouve ça tout à fait intéressant et tout à fait remarquable. On a beaucoup parlé de l'aide que vous pouvez apporter avant la LOI.
un petit peu moins de l'aide que votre réseau peut apporter après la LOI, mais on a bien compris qu'elle était là et que dans le cas de Florent, bon, bah, tu avais pu l'utiliser et donc elle est présente, je pense, dans les autres CCI aussi. Je suis persuadé que dans le maillage français, toutes les CCI n'ont pas de personnes toujours aussi dévouées à la cause des repreneurs, mais peut-être qu'il y a un effort à faire pour les éveiller à ce besoin, et on essaiera peut-être de s'attacher à défendre cette cause plus dans le cadre de G2E, grandes écoles d'entrepreneurs. Et je remercie Soraya qui est à distance, qui nous fait un commentaire dans la partie droite de l'écran, qui nous dit que la CCI de Marseille organise également une journée par an, une rencontre cédants-repreneurs, qui s'appelle Business Transfer Forum, dans laquelle des cédants présélectionnés par la CCI viennent pitcher leur entreprise et les repreneurs peuvent prendre rendez-vous avec eux. C'est étonnant comme format, parce que là, il y a une mise en public comme ça, en live devant un auditoire. Mais en fait, ça veut bien dire que chacun essaie de trouver la pierre philosophale pour organiser cette fameuse rencontre cédant-repreneur. Ça témoigne de différentes manières. Moi, surtout du fait qu'il y a un sujet. Et n'hésitez pas aussi, nous organisons, il y a un événement phare aussi que nous organisons régulièrement chaque année qui s'appelle Transfert et qui est organisé en interprofessionnalité avec des experts comptables, toutes les professions autour de ces sujets-là, experts comptables, avocats, notaires, qui est une journée qui est dédiée à la reprise-transmission, un forum en fait, où les repreneurs peuvent aussi se rencontrer, échanger avec des professionnels et rencontrer également des cédants. Bon, il me revient de conclure cette soirée. Je voudrais d'abord remercier nos 6 intervenants. Merci Sylvie et Pierre à distance. Merci Branca et Laurent ici présents. Merci Pierre et Florent ici présents. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci également aux 50 participants à notre soirée. Vous étiez un peu plus de 20 dans la salle et un peu plus de 30 à distance, manifestant un certain intérêt pour ce sujet et votre foisonnement de questions en atteste. Je vous donne rendez-vous à tous pour notre prochaine soirée Fiscalité Entrepreneur qui aura lieu le lundi 17 avril, toujours au même endroit, même horaire, 18h15. C'est une soirée qui sera organisée par notre club des créateurs et le thème sera « Entreprendre dans la deep tech industrielle ». Et donc, comprenez deep tech industrielle et non pas la deep tech numérique. La deep tech industrielle, elle a d'autres considérations, notamment son intensité de R&D, qui font que entreprendre en deep tech industrielle, c'est un autre sujet. Donc, c'est le 17 avril. Vous recevrez moult communications sur le sujet. Et d'ici là, bonne continuation. Bonne soirée. Merci. Merci.